Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de Damien parle de film. Damien c'est moi et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Big Bug de Jean-Pierre Jeunet, sorti récemment sur Netflix. Ce podcast, ce sera l'occasion de reparler de la carrière de Jean-Pierre Jeunet, bien sûr de sa nouvelle production Big Bug, comme je l'ai annoncé, et de se poser la question, de s'interroger sur est-ce que Netflix ne serait pas finalement l'avenir d'un nouveau cinéma français, d'une possibilité de diversité dans le genre, diversité que ne nous propose pas actuellement le grand écran, les producteurs français sur grand écran, mais que la plateforme Netflix semble donner la possibilité, et le Big Bug de Jean-Pierre Jeunet le prouve. Revenons pour commencer donc sur la carrière de Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet commence sa carrière dans les années 80, aux côtés d'abord de Marc Caro, avec un moyen métrage en 1981, Le Bunker de la dernière rafale. Va surtout faire des clips et des pubs dans les années 80, des courts-métrages, avant d'enfin réaliser en 1991 leur premier long métrage, qu'ils mettront des années à réussir à produire, puisqu'il s'agit quand même d'un univers assez particulier, d'un univers d'un nouveau genre. Ce long métrage en 91, c'est Delicatessen, et qui se situe dans un monde apocalyptique où un clown s'installe dans un immeuble où au rez-de-chaussée se situe un boucher qui vendrait apparemment de la viande humaine. On assiste également à un peuple qui vit sous terre, bref, un film de genre dont on a du mal un petit peu à coller une étiquette, puisqu'il vient un petit peu détonner dans le cinéma plutôt naturaliste français à l'époque. Pour revenir un petit peu dans le style que proposent Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro avec Delicatessen, on peut revenir quelques années en arrière avec un certain Luc Besson qui inaugure un genre cinématographique qu'on va appeler le cinéma du look, c'est-à-dire un genre cinématographique plus proche des clips musicaux, plus proche peut-être aussi de la peinture, plus proche aussi de la bande dessinée. Donc c'est Luc Besson avec Le Dernier Combat d'abord, et puis Subway, et puis Le Grand Bleu, qui va comme ça dynamiter un petit peu le cinéma français. On peut citer avec Luc Besson également Léos Carax avec Les Amants du Pont-Neuf, ou Jean-Jacques Benex avec Diva et 37.2 le matin. Un nouveau cinéma donc intitulé Le cinéma du loup, qui propose également un univers et une esthétique tout à fait particulière, et dont les héritiers vont donc être Jean-Pierre Jeunet avec Delicatessen, co-réalisé donc avec Marc Caro. On peut citer également dans cette mouvance Mathieu Kassovitz avec La haine, Nicolas Boukrieff ou encore Yann Kounen avec Doberman. On est donc dans un nouveau cinéma français, une nouvelle esthétique, un nouvel univers, et Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet vont récidiver 4 ans plus tard, en 1995, avec La Cité des enfants perdus. Le point commun avec Delicatessen, c'est toujours un univers apocalyptique, des fables assez sombres, les deux sont des fables, donc à chaque fois on est dans l'apocalyptique, dans la poésie, dans une esthétique plus proche de la peinture, de la bande dessinée toujours, et donc ces deux longs métrages, Delicatessen et La Cité des enfants perdus, vont permettre à Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro de se faire connaître outre-Atlantique, notamment aux États-Unis, où ils vont être appelés en 1997 pour réaliser le 4e opus d'Alien. Seulement, Marc Caro est assez hermétique, entre guillemets, au gros studio qui lui donnera des ordres pour lui dire quoi faire, et donc va tenir pour Alien 4 uniquement un rôle de consultant artistique, et c'est Jean-Pierre Jeunet seulement aux commandes qui va réaliser donc ce 4e opus d'Alien, Alien Résurrection, Alien 4, que je trouve donc très beau, parce que la patte de Jean-Pierre Jeunet sur cet Alien 4, où il amène d'ailleurs le même univers, mais il amène aussi les mêmes acteurs, puisqu'il amène Dominique Pinon et Ron Perlman, avec qui il avait déjà tourné Delicatessen et La Cité des enfants perdus pour Ron Perlman. Et d'ailleurs, les acteurs, c'est également un point très important dans l'univers de Jean-Pierre Jeunet, puisque on peut dire qu'il fait appel vraiment à un casting de gueule. Il a non seulement une manière de filmer assez particulière, où il utilise beaucoup la courte focale, où comme ça on voit les têtes de très très près, et donc il utilise des acteurs de gueule pour vraiment accentuer son univers assez particulier, unique, presque bizarre.
Parmi ce casting de gueule, on a Dominique Pinon, que j'ai cité, Ron Perlman, Jean-Louis Dreyfus pour Delicatessen. Fier de son expérience sur Alien 4, Jean-Pierre Jeunet va revenir en France, d'abord parce que de son propre aveu, il le confesse dans Première lors de la sortie d'Alien 4, eh bien son anglais n'est pas très très bon et il a pas bien compris ce qui tournait lui non plus. Le scénario lui a un peu échappé. Après il reste son univers qui fait que l'œuvre est intéressante, mais il revient en France où il peut quand même écrire déjà les histoires qu'il veut mettre en scène, et il peut voilà comme ça mettre son univers comme ça sur grand écran. Et donc il accouche en 2001 d'un film qu'il mettra quand même du temps à produire, parce que ça reste à chaque fois un univers tellement particulier qu'on peut pas mettre Jean-Pierre Jeunet dans une case, donc produire un film de Jean-Pierre Jeunet pour les producteurs c'est déjà assez compliqué, et donc sort en 2001 Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui est le film dont tout le monde se rappelle de Jean-Pierre Jeunet. Quand je dis tout le monde se rappelle, c'est y compris en France et y compris aux États-Unis, puisque c'est vrai qu'on retrouve dans Amélie Poulain une grande poésie, toujours une esthétique très particulière, une photographie magnifique. Le talent d'Audrey Tautou explose dans Amélie Poulain également, et puis il y a cette désuétude, ce côté un petit peu carte postale de Paris qu'on retrouve dans Amélie Poulain, qui forcément séduit énormément les Américains, le côté oh la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, voulez-vous coucher avec moi, je m'excuse pour cet accent américain pété au sol, et donc lui donne une renommée internationale et signe un petit peu le style Jean-Pierre Jeunet, voilà, le côté extrêmement poétique, le romantisme poussé à l'extrême. Et puis Amélie Poulain, c'est aussi finalement le côté sombre de l'œuvre de Jean-Pierre Jeunet, qui est complètement gommé, puisque ce côté sombre, cet aspect hyper dark qu'on avait dans les Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, eh bien c'est un aspect qu'on peut complètement attribuer à Marc Caro. Du coup, sans Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet seul, eh bien il nous réalise comme ça des longs métrages entièrement poétiques, entièrement romantiques, que Marc Caro l'empêchait un petit peu de faire avec les deux premières œuvres de Delicatessen ou La Cité des Enfants Perdus. Il y avait cet aspect poétique, mais qui était un petit peu gommé par le côté sombre de Marc Caro. Suite au succès international donc d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet va ensuite faire Un long dimanche de fiançailles, puis Micmac attire l'arigot, et repartir ensuite en 2013 avec T.S. Pivette vers les États-Unis, donc pour raconter l'histoire d'un road trip d'un enfant, T.S. Pivette, donc qui veut aller à un festival pour montrer sa dernière invention. Et pendant 9 ans, rideau, à part quelques clips et courts-métrages, et bien pas de nouvelles de Jean-Pierre Jeunet. Et pour cause, pour revenir un petit peu à ce cinéma du look, et bien ce cinéma du look, on l'a dit, il a explosé dans les années 90. On avait espoir à partir des années 90, donc avec Yann Kounon, Nicolas Boukrieff, Mathieu Kassovitz et donc Jean-Pierre Jeunet, et bien d'assister à une certaine diversité, comme ça, révolution presque du cinéma français. Et donc Canal+ a créé déjà une société de production dédiée aux films de genre et aux films d'action, qui était Esquad Productions, créée donc sous l'influence de Pierre Lescure et Alain de Greff, et également sous la tutelle de Nicolas Boukrieff, réalisateur notamment du Convoyeur, un excellent film d'action. Mais début des années 2000, il va y avoir en France la production de plusieurs films de genre, plusieurs films d'horreur, qui ne vont pas forcément rencontrer le succès, qui vont pas être des gros succès au box-office, et donc qui vont perdre de l'argent, et donc les producteurs vont en déduire de manière malheureusement mathématique et pas artistique que, eh bien, si ces films de genre, si ces films d'horreur ne fonctionnent pas en France, c'est que le public français, ne cherche pas à voir des films d'horreur, ne cherche pas à voir des films de genre, en tout cas pas en France, et que le cinéma de genre, le cinéma d'action, c'est pas fait pour la France. Alors à part Luc Besson, qui va continuer via EuropaCorp à produire un certain cinéma d'action proche du cinéma américain, eh bien on va arrêter en France de produire du cinéma de genre, et à la fin, entre 2005 et 2010, c'est là qu'on va assister à cette espèce de mutation du cinéma français qui va devenir assez plat,
assez monochromique, et je sais pas si ça se dit monochromique, c'est pas grave, je le dis, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc on va avoir le choix en France, et je pense que c'est surtout dû au succès de Bienvenue chez les Ch'tis, et bien au choix entre la comédie populaire style Bienvenue chez les Ch'tis ou alors les drames sociaux. Et puis donc plus de films de genre. Donc pour faire des films de genre, les réalisateurs français qui souhaitent faire des films de genre vont partir vers les États-Unis. Le meilleur exemple c'est Alexandre Aja, ou alors ne vont simplement pas réussir à produire leurs idées, leur envie de film. Donc voilà, rideau, silence depuis pour le cinéma de genre français, à part quelques exceptions, je pense à Julia Ducournau avec Grave ou Titane, mais voilà, sinon ça se passe aux États-Unis, et donc Jean-Pierre Jeunet va galérer pour réussir à produire Big Bug pendant près de 9 ans, justement parce que les producteurs du cinéma en France ne veulent plus prendre de risques, parce que les producteurs désormais c'est des commerciaux, c'est plus des créatifs, et donc il faut pouvoir cocher des cases comme ça pour être sûr de pouvoir retrouver sa mise. Si je te donne de l'argent pour produire ton film, il faut que je sois sûr derrière de récupérer ma thune, et c'est sûr qu'avec l'univers aussi particulier de Jean-Pierre Jeunet, quel que soit le sujet, eh bien, dans la mesure où T.S. Pivette, production française, malgré tout, même si ça se passait aux États-Unis, qui date de 2013, n'avait rencontré qu'un succès assez mitigé, 600 000 entrées, eh bien, rideau. Difficulté pour Jean-Pierre Jeunet, malgré, Delicatessen, malgré le succès international d'Amélie Poulain, eh bien, pas possibilité de produire de films, et c'est là qu'arrive Netflix, qui lui, en 24 heures, Netflix... quand même société internationale de production, et qui eux se disent nous on va capitaliser sur le fait que Jean-Pierre Jeunet il a fait La Cité des Enfants Perdus, Delicatessen et Amélie Poulain, qui est connu internationalement. Donc dans la mesure où quand un film sort sur la plateforme Netflix, il sort dans tous les pays, ils savent eux qu'ils vont pouvoir capitaliser sur ce que représente Jean-Pierre Jeunet. Et Netflix, eh bien c'est pas la première fois qu'ils capitalisent eux sur des réalisateurs. C'est-à-dire qu'en France ça commence doucement à ce qu'il y ait des productions un petit peu originales sur la plateforme Netflix, mais c'est pas la première fois avant Jean-Pierre Jeunet qu'il y ait des grands réalisateurs qui rejoignent la plateforme pour leur dernière production. On pense à Martin Scorsese avec The Irishman, à Adam McKay récemment avec Look Up, avec Leonardo DiCaprio. On pense à Shawn Levy qui bientôt va faire Adam à travers le temps, et qui avait fait donc Free Guy l'été dernier. David Fincher, bien sûr, David Fincher avec Manhunter côté série, et avec Mank pour sa dernière production. Les frères Cohen également, Ethan et Joel Cohen ont fait leur dernière production sur Netflix. Bref, Netflix désormais donne la possibilité à des réalisateurs d'avoir carte blanche, d'avoir les pleins pouvoirs créatifs sur les cinémas qu'ils souhaitent faire, puisque c'est évidemment pas qu'en France, c'est également aux États-Unis que les producteurs de cinéma veulent avoir le contrôle sur les productions, veulent être sûrs que ça corresponde à ce qu'ils pensent être les attentes des spectateurs, et bride comme ça la créativité de plusieurs réalisateurs qui malgré tout peuvent avoir 10, 15, 20 ans d'expérience derrière eux. C'est donc le cas de Jean-Pierre Jeunet qui propose donc ce Big Bug, et que Netflix a accepté en moins de 24 heures. Alors sur ce Big Bug, parlons-en quand même parce que c'est un petit peu le sujet de ce podcast. Big Bug, j'ai beaucoup lu avant de le voir ce matin des critiques extrêmement négatives sur internet, notamment sur le propos un peu naïf de Jean-Pierre Jeunet, le fait que ce soit déjà vu, parce que donc l'histoire de Big Bug c'est un groupe de personnes qui se retrouvent enfermées dans un appartement futuriste, puisque ça se passe en 2045. Tout le monde semble un petit peu contrôlé par les androïdes, par les robots, et donc en gros la fermeture automatique de la porte se bloque, et en gros ils se retrouvent enfermés avec leur androïde à l'intérieur de leur logement. On pense bien sûr au Covid et au confinement, et donc les critiques négatives pointaient le fait que le propos était déjà vu et revu, qu'au niveau de l'esthétique c'était là, effectivement c'était très beau, mais que c'était un peu naïf, et que ça pétait pas très loin en gros. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que cette naïveté là
cette désuétude, même là, j'en ai un petit peu parlé avec Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet, elle est pas nouvelle. C'est-à-dire que je m'étais un petit peu fait la même réflexion avec Micmac à Tire-Larigot, où l'histoire c'était Danny Boone qui se prenait une balle dans la tête, il survivait malgré tout, et il se disait donc que les armes à feu c'est nul, c'est pas bien, et il se mettait en association avec un groupe de personnes qui vivaient donc sur Terre, et il formait une association pour en gros mettre fin à la production des armes. Donc on était vraiment sur un film en mode la guerre c'est nul et on va réussir tout seul à mettre fin à la guerre. Donc c'était bien naïf, bien romantique et naïf comme il faut. Et je me souviens pas pourtant avoir lu des critiques aussi négatives, et je trouve qu'avec Big Bug, on est exactement sur une note d'intention assez similaire. Alors oui, c'est naïf, mais on est dans la poésie et dans le romantisme exacerbé que connaît très bien Jean-Pierre Jeunet. Après tout, Amélie Poulain, c'était une ode au bonheur. Le propos, c'était il faut faire le bonheur autour de soi. Un long dimanche de fiançailles, c'était un romantisme de partout où Audrey Tautou elle traverse la France parce que c'est son seul amour et qu'il faut qu'elle le sauve. Donc on est de toute façon dans du romantisme et dans de la poésie premier degré dénuée de tout cynisme. Et donc oui, Big Bug a pas un propos social très poussé, mais parce que c'est une comédie, parce que c'est une fable comique qui cherche pas à donner des leçons non plus, juste à voilà, c'est une pastille comique poétique comme Jean-Pierre Jeunet en a le secret. Alors ce qui peut être dérouté par rapport à ses autres films, c'est son côté huis clos, c'est-à-dire qu'effectivement, en termes de décor, ça se passe uniquement dans cet appartement. On a presque l'impression d'assister à une pièce de théâtre futuriste, parce que ça se passe réellement vraiment que dans 2 pièces. Là où effectivement ces autres films, entre guillemets, se déplaçaient dans des décors et dans des lieux beaucoup plus espacés. Les fresques étaient plus larges. Et donc là, on a un côté un peu figé, du coup, avec Big Bug. Mais, si on accepte, et si on aime, voilà, la poésie, l'esthétique, l'univers de Jean-Pierre Jeunet depuis Amélie Poulain, Big Bug, finalement, est complètement dans le même esprit, et donc les adeptes, j'ai pas envie de dire fans, les adeptes de l'univers de Jean-Pierre Jeunet ne seront absolument pas déçus par ce Big Bug. De mon point de vue, donc, reste la question que je posais tout à l'heure sur Netflix. Netflix qui eux ne se sont pas posé de question de se dire ah mince, on va proposer un film avec des androïdes, un film futuriste, est-ce que ça correspond à ce que le cinéma français propose, est-ce que ça correspond à ce que les spectateurs attendent? Non, ils l'ont produit parce que ils ont montré, je trouve, à travers les différents réalisateurs qui donnent de plus en plus carte blanche actuellement, de proposer justement un catalogue et une diversité au niveau de leur production. Et ils ont montré aussi, si je m'en tiens uniquement au cinéma français, et qu'ils produisaient comme ça, qu'ils proposaient des choses assez différentes par rapport à ce que le cinéma français au niveau du grand écran nous propose. Ils avaient déjà produit également le dernier film d'Olivier Marchal, qui produit des films policiers, même chose assez unique. Alors c'est pas forcément ce qu'avait fait le mieux Olivier Marchal sur sa dernière production Netflix, dont je me souviens plus le titre. Mais au moins il avait pu effectivement produire son dernier film. Il y avait également eu Balle perdue, excellent film d'action avec Alban Lenoir que l'on retrouve dans Big Bug, et dont il y aura bientôt un deuxième opus, Balle perdue 2, normalement d'ici à la fin de l'année. On a aussi eu Le Dernier Mercenaire avec Jean-Claude Van Damme, qui de mon point de vue est très loin d'être le meilleur Jean-Claude Van Damme. Mais encore une fois, on proposait une comédie d'action assez différente de ce que pouvait proposer le cinéma français sinon. Donc voilà, Netflix a cette possibilité-là de proposer un genre cinématographique en France que l'on retrouve pas actuellement sur grand écran. Alors, malgré cette proposition-là, il y a un certain mépris du côté des institutions cinématographiques françaises, je pense au César et je pense également au Festival de Cannes, qui ne considèrent eux pas du tout que les productions Netflix soient du cinéma et sont complètement barrées
interdite de pouvoir être nommé, de pouvoir être récompensé, que ce soit au César comme au Festival de Cannes. Ils ont même écrit une règle dans le règlement du Festival de Cannes où si ça sort pas en salle, ça ne peut pas être récompensé. Donc on pousse vraiment le mépris à son paroxysme. C'est d'autant plus ridicule que c'est pas du tout le cas outre-Atlantique. C'est absolument pas le cas aux États-Unis, où encore cette année, Andrew Garfield qui joue donc Tic Tac Boom, la dernière production donc sur Netflix de Lin-Manuel Miranda, est donc nommé en tant que meilleur acteur donc aux Oscars cette année. Donc les Oscars, eux, ils nomment régulièrement des productions Netflix. À partir du moment où c'est un long métrage produit, qui sort en salle ou pas, il a le droit d'exister dans les institutions cinématographiques aux États-Unis, aux Academy Awards comme ailleurs, comme au Golden Globe. Mais en France, non. En France, non seulement, on a décidé de pas donner la chance aux auteurs. Donc elle est là la contradiction. C'est qu'on a des auteurs, des réalisateurs qui n'ont pas la possibilité de proposer un univers un peu différent. On a des spectateurs qui n'ont pas le choix que de voir autre chose que des comédies ou des drames sociaux. Et puis, d'un autre côté, on a des producteurs qui se plaignent que les spectateurs ne se déplacent pas assez en salle pour voir du cinéma français. Sauf qu'ils nous proposent pas autre chose pour que nous, spectateurs, on puisse se déplacer dans les salles pour voir autre chose. Donc la possibilité que le paysage du cinéma français se transforme un peu, qui est faite par Netflix, est complètement boudée, méprisée par les producteurs, qui ne sont plus du tout des créatifs, qui sont surtout des commerciaux et des banquiers. Donc elle est là, la contradiction avec Netflix actuellement, et c'est le début, pour l'instant, pour Netflix de produire comme ça des nouveaux auteurs ou même des auteurs et des réalisateurs confirmés, si on pense à Jean-Pierre Jeunet, et en tout cas de proposer cette diversité-là dans le cinéma français. Et c'est bien dommage, d'une certaine manière malgré tout, parce que Netflix, pour répondre à ma question du début, oui, c'est l'avenir actuellement du cinéma français, c'est Netflix ou d'autres plateformes, c'est Netflix ou Prime Video ou d'autres qui vont pouvoir comme ça apporter d'autres propositions cinématographiques dans le cinéma français, mais sans l'expérience du grand écran, parce que en plus le grand écran propose une expérience cinématographique quand même différente, propose une immersion dans le cinéma que ne proposeront jamais les plateformes de streaming. Donc il manquera toujours quelque chose au cinéma français. C'était tout ce que j'avais à dire sur Big Bug, que je recommande donc de Jean-Pierre Jeunet. Je vous dis à très bientôt donc pour un nouveau podcast de Damien parle de film.